Voilà, merci Roland, merci à tous nos invités. Et donc voici le temps de la conclusion. On a toujours eu des grands noms pour conclure les Universités des Gracques. Le dernier était Michel Rocard. Et je remercie évidemment Emmanuel Macron d'avoir été fidèle à ce rendez-vous. Un rendez-vous pris il y a longtemps et puis un rendez-vous qui a été maintenu, vous le savez, à la demande des étudiants, à la demande de nous tous, envers et contre tout, et c'est-à-dire envers et contre la terreur et envers et contre tout l'abomination de vendredi dernier. Donc je pense que ce matin, on a commencé avec, pour ceux qui ont le courage d'être là tôt ce matin, ils étaient moins nombreux que ce soir, hein. Pour ceux qui ont le courage d'être tôt ce matin, ils ont entendu Daniel Cohn-Bendit qui a évoqué des primaires de gauche qui seraient des primaires intéressantes, a-t-il dit, dans lesquelles il y aurait notamment lui-même et Emmanuel Macron. Et tout à l'heure, quand on entendait à la table ronde précédente la question des partis, je pense que tout le monde avait en tête le fait que s'il y a bien une loi au cours de ce quinquennat qui aurait été dans le choix individuel de chacun des parlementaires voté sans aucun problème, c'est bien la loi qu'Emmanuel a proposée, et c'est ça le paradoxe de nos institutions, et donc le dysfonctionnement de nos institutions. Il a fallu le 49-3 pour voter la loi théoriquement la plus consensuelle du quinquennat. Donc, sur toutes ces questions, personne ne s'imposait autant qu'Emmanuel, et je vous demande de l'accueillir avec chaleur. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. J'avais prévu de vous parler de beaucoup des sujets qui étaient initialement à l'ordre du jour. Et au fond, je vais vous parler du moment que nous traversons. Parce que ce moment en lui-même révèle au fond beaucoup de ce dont vous avez pu parler aujourd'hui et de ce que j'avais prévu de vous dire. Parce que ça fait en effet une semaine à peine que 6 odieux attentats nous ont frappés, que nous sommes dans un deuil, une émotion légitime, que les premières réactions et réponses des pouvoirs publics se sont faites. Mais au fond, ce que, en quelques minutes, je voudrais ici partager avec vous, c'est revenir sur ce qu'il s'est en fait passé, sur ce que cela impose, à court terme, mais à plus long terme pour nous toutes et tous. Ce qui s'est passé, c'est que la France a été attaquée par des djihadistes et qu'ils ont visé tous les Français. Ils n'ont pas visé des femmes et des hommes pour un combat qu'ils menaient ou pour ce qu'ils étaient. Ils ont visé des Françaises, des Français, des Européens à travers eux. Parce qu'ils étaient dans des lieux de vie et des lieux éminemment symboliques. D'abord Paris. Et ce lieu d'une France qui avance, ouverte, tournée vers l'avenir. Pas le Paris des beaux quartiers, pas même le Paris de quartiers plus identifiés, non, le Paris des faubourgs, des endroits où on fait la fête, où la jeunesse sort, où les cultures se partagent, où le modèle républicain a réussi. Ce ne sont pas celles et ceux qui souvent sont nés à Paris, mais des provinciaux qui s'y rassemblent. C'est ça qu'ils ont attaqué. C'est-à-dire la République en acte, la fraternité en acte, la fête et l'innocence. Et après le Stade de France, le match France-Allemagne, pensez donc, s'il fallait un symbole, et c'était l'Europe. Et c'est en effet ce couple qui a su, au-delà des haines fratricides, de la guerre, à un moment donné, décider de son histoire et d'aller au-delà de ce qui pouvait les diviser pour inventer quelque chose d'autre. Et qui, d'ailleurs, à chaque fois que cela va mal, doit réinventer quelque chose d'autre. Et j'étais, juste avant de vous retrouver, avec Sigmar Gabriel, mon homologue allemand, place de la République, justement, avec nos familles, pour marquer une minute de silence et déposer des bougies, pour montrer que le couple franco-allemand continuerait d'être là. Parce que cette menace qui nous a touchés, ces terribles attaques, c'est en fait une attaque contre l'Europe, contre les Européens. 19 nationalités ont été touchées dans ces odieux attentats. Et en même temps, ce qui s'est passé, ça n'est pas qu'une menace de l'extérieur. Et on se tromperait à penser que ça n'est qu'un ennemi lointain
qui nous a frappés. Ce sont des Françaises et des Français. Ce sont des Européens qui nous ont attaqués. Et ça aussi, il faut le regarder en face. Parce que comme en janvier, les meurtriers, ils n'étaient pas des oiseaux de passage. Ils s'appellent Sami Amimour, Fabien Klein. Ils étaient presque tous nés en France ou dans d'autres pays européens. Ils ont été éduqués chez nous. Longtemps intégrés. Et à un moment, les choses ont mal tourné. Mais ils ont grandi en France. Ils n'étaient pas non plus issus des milieux les plus défavorisés. Et quand on regarde ce phénomène djihadiste en face, bien souvent, ce sont des femmes et des hommes qui sont éduqués. La moyenne, c'est Bac+2 dans les recrutements de djihadistes. Ce sont des femmes et des hommes qui, simplement, se sont progressivement désintégrés dans la société. Et dont les familles restent des familles françaises meurtries en leur sein, blessées par ce qui s'est passé. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se tromperait à trop rapidement penser que l'ennemi est très loin, que le risque est ailleurs. C'est chez nous. Alors, la réaction de court terme, d'abord et avant tout, c'est évidemment la sécurité et l'esprit de responsabilité qui sont les premières réactions. Je ne reviendrai pas sur ce que le président de la République, le Premier ministre ont annoncé cette semaine et que nous avons mis en place. Mais dans ces moments-là, il n'y a plus de frontières. Et ce qu'ont révélé ces attentats, c'est qu'il n'y a plus de frontières entre la menace extérieure et la menace intérieure. Il n'y a plus qu'un continuum, précisément parce que les risques sont au cœur de notre société. C'est pourquoi nous frappons Raqqa et qu'en même temps nous renforçons la sécurité. Et cet état d'urgence, je veux le dire ici devant les progressistes et les démocrates que vous êtes, c'est un état justifié parce qu'il est momentané. Et les progressistes ne doivent pas avoir d'état d'âme avec l'état d'urgence. C'est parce que dans de telles circonstances, la sécurité ne menace pas la liberté. Elle en est la condition. Mais parce qu'elle est la suspension momentanée, en acte, pendant un temps donné et encadré par l'état de droit de certaines libertés, qu'elle a du sens et qu'elle se justifie. Et ce qu'on ne saurait accepter, c'est qu'elle s'inscrive durablement ou qu'elle referme ce que nous sommes. Et c'est là où nous devons collectivement être vigilants, exigeants. Mais sans cette réponse d'urgence, sans cette verticalité que la République impose à un moment donné, nous serions des démocraties ouvertes et naïves. Nous devons rester des démocraties ouvertes, mais elles imposent précisément de répondre et de retrouver le pacte premier, qui est le pacte de l'État, c'est-à-dire le pacte de sécurité. Enfin, à court terme toujours, nous devons réfléchir aussi à la manière de nous mobiliser et de chacune et chacun prendre nos responsabilités. Parce que dans ces moments-là, il ne faut pas simplement regarder les pouvoirs publics faire. Chacune et chacun a sa place dans son champ, a son rôle à jouer. Et précisément, au-delà de ce qu'est un état d'urgence, il y a à continuer à vivre et à donner un sens à cette vie. C'est la responsabilité que nous devons prendre en garantissant la sécurité des lieux de vie, des lieux de fête, des lieux économiques, ce que nous faisons. C'est la responsabilité que le monde économique doit prendre en continuant à investir, à employer, à se mobiliser, à montrer que le pays dans lequel nous vivons, justement, est à la fois porteur de sens et de valeurs. C'est la responsabilité de l'ensemble de la collectivité de faire preuve de vigilance, de calme, mais de ne pas tomber ni dans la prostration, ni dans les haines fratricides. Et de ne pas se progressivement laisser tirer dans ce doute permanent, cette suspicion à l'égard de l'autre. Et puis c'est une responsabilité européenne. Vous en parliez dans votre dernière table ronde. Enrico, tu as parfaitement raison d'insister là-dessus. Elle doit se construire en acte, cette responsabilité européenne. Dès lundi, avec Sigmar Gabriel, nous écrirons une série de propositions auxquelles nous avons travaillé cet après-midi, mais des propositions concrètes. Parce que le monde s'invite en Europe. Et nous n'avons plus la possibilité ou le luxe de considérer que nos égoïsmes nationaux sont encore une option. 10 000 réfugiés arrivent chaque jour en Allemagne. Nous avons la menace terroriste qui nous a frappés en notre cœur. Le monde est dans nos sociétés. Et donc nous devons
sur ces sujets parce qu'il y a un bien commun européen. Avoir une réponse commune. Parce que lorsqu'un jeune n'est pas intégré dans un quartier de Bruxelles, peut trouver des armes et mal éduqué, il peut venir tuer à Paris, parce que des jeunes élevés à Paris ont déjà été tués à Bruxelles il y a quelques mois. On voit bien que nous avons sur ces sujets un bien commun, une préoccupation commune, et donc une réponse européenne à apporter, une initiative européenne à prendre, qui doit, sur les sujets économiques, sur les sujets de défense, de sécurité, de liberté, s'organiser. Mais au-delà de ces mesures d'urgence, 2015, au fond, de janvier à novembre, nous impose de réfléchir aux causes profondes de ces drames. Parce que rien de ce qui s'est passé cette année n'est innocent. Et collectivement, nous devons nous demander comment nous en sommes arrivés là. Parce que, aussi vrai que l'état d'urgence se justifie aussi longtemps qu'il est momentané, il est insupportable si nous ne traitons pas les causes profondes qui nous condamneraient à y rester durablement. Et les causes profondes, c'est ce qui se passe dans nos sociétés. C'est ce qui s'est passé depuis des années dans nos sociétés. Nous en sommes arrivés là parce qu'une poignée d'hommes et de femmes se sont radicalisés sous l'emprise d'une idéologie totalitaire, simpliste, qui fait son miel des fausses représentations. Et ils s'imaginent en particulier que les puissances occidentales, dont la France, formeraient une alliance de croisés résolue à détruire l'islam, à humilier les musulmans. Et ce faisant, ils ignorent ce qu'est la République que nous défendons toutes et tous, mais dont nous nous avons insuffisamment rappelé et montré ce qu'elle est, en fait. C'est qu'elle reconnaît chacune et chacun, non pas parce qu'ils sont catholiques, protestants, juifs, musulmans, parce qu'elle ne connaît que des citoyens. Et la blessure que nous avons subie il y a une semaine, c'est la blessure des musulmans de France. Ce même instant où j'étais place de la République, une femme musulmane qui nous est tombée dans les bras en pleurant, en disant que la France lui avait tout donné, et qu'ils étaient en train, par ces actes, ces djihadistes, de lui retirer. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà tout compris, parce qu'il donnait encore plus de place au doute, parce qu'il donnait encore plus de place à cette lèpre qui ronge notre société depuis des années, qui est que nous confondons tout, que parce que quelqu'un, sous prétexte qu'il a une barbe ou un nom à consonance qu'on pourrait croire musulmane, a 4 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche qu'un autre. Et tout ça se tient. Et tout ça se tient. Parce que le terreau sur lequel ces terroristes ont réussi à nourrir la violence, à détourner quelques individus, c'est celui de la défiance. C'est celui d'une perte de repères dans nos propres représentations collectives. Et ça s'est délité progressivement, insidieusement, année après année, par une série d'insécurités réciproques que nous avons subies et construites. Et ces insécurités, elles ont commencé chez les élites. Elles ont commencé dans la langueur dans laquelle nous avons accepté de vivre. Elles ont commencé dans les petites compromissions que nous avons prises avec ce qu'est la République, dans sa densité, dans sa totalité, c'est-à-dire un esprit d'exigence démocratique, où chacune et chacun doit quelque chose à la collectivité, de se tenir debout, de respecter des règles et des droits. Et parce que les plus favorisés avaient ce luxe de pouvoir peut-être vivre plus loin des endroits où la République s'abandonnait, nous avons collectivement accepté un peu moins de République, et chaque jour un peu moins, et progressivement un peu moins. Et nous avons accepté, ce faisant, que nos concitoyens souffrent de cet abandon et construisent leurs propres insécurités, leurs propres condamnations, en excluent d'autres. Et donc nous avons nourri, dans les représentations collectives, dans l'imaginaire social, des divisions inacceptables. Par petits compromis, jour après jour. Parce que nous n'avons plus dit, parce que nous n'avons plus fait. Et ce que je dis vaut pour les représentations collectives, l'imaginaire collectif, il vaut aussi pour la réalité économique et sociale qui est la nôtre. Parce que des injustices se sont installées, celles que j'évoquais, encore mesurées récemment par l'Institut Montaigne. Ces discriminations qui sont dans notre société et cette mobilité qui n'a cessé de décroître année après année.
Et alors même que nous sommes une société dont, au cœur du pacte, il y a l'égalité, alors que nous sommes une société où, en moyenne, l'égalité prévaut en effet beaucoup plus que dans d'autres économies et d'autres sociétés, en particulier anglo-saxonnes, quand on regarde les indices bien connus. Nous avons progressivement abîmé cet élitisme ouvert et républicain qui permettait à chacune et chacun, d'où qu'il vint, de progresser. C'est-à-dire que nous avons arrêté la mobilité dans notre société, ce qui n'est pas la même chose que l'égalité. Mais la mobilité est une valeur fondamentale, parce qu'elle est le meilleur ennemi contre toutes les frustrations économiques, sociales, politiques. Elle est ce qui permet à toutes celles et ceux qui prendront des risques et qui se battront, quelles que soient leurs conditions initiales, de pouvoir accéder aux plus hautes fonctions. Et ça, nous l'avons perdu. Regardez les tests PISA qu'ils mesurent, regardez nos performances économiques, les recrutements. Nous sommes une société. Et je le dis ici, puisque nous sommes les premiers coupables collectivement. Nous sommes une société de plus en plus endogame. Nous sommes une société où les élites se ressemblent de plus en plus. Nous sommes une société où nous avons construit la capacité à fermer la porte. Alors on parle d'Europe. Je suis européen comme vous, vibrant. Mais on ne fait plus société à la porte de chez nous. On a plus à dire à l'allemand, à l'italien, à l'anglais, de notre propre condition sociale, qu'au français qui est à 2 rues. Et il a beaucoup moins de chances que le même français, il y a 50 ans, de réussir. Le même Zegmar Gabriel me disait, il y a quelques instants, ayant bien regardé ce qu'est la société française et partageant ses préoccupations, quelqu'un comme moi, il est d'une condition modeste, je n'avais aucune chance en France d'être vice-chancelier. Quelqu'un comme Gerhard Schröder, qui vient d'un milieu extraordinairement populaire, et plus encore, n'aurait jamais été président de la République en France. J'ai peur que ce soit vrai. Et cette mobilité sociale, c'est-à-dire cette capacité à redonner des opportunités, des perspectives, en acceptant que tout le monde ne les saisira pas, donc que tout le monde ne réussira pas, mais en s'assurant que toutes celles et ceux qui avaient la possibilité de le faire ou la volonté de le faire auront eu la chance d'y arriver. Nous l'avons abandonné. Or, ça fait partie de l'idéal républicain. Ça n'est pas un idéal capitaliste ou ultralibéral. C'est l'idéal républicain. Parce que la liberté est dans le triptyque républicain. Contrairement à ce que pensent trop d'entre nous qui l'ont oublié. Parce que lorsqu'on étouffe la société, on nourrit les frustrations, on accroît les fermetures, et on laisse des destins individuels se perdre. On nourrit donc, dans des pans entiers de notre République, l'anomie. Je ne suis pas en train de dire que tous ces éléments que je voulais ici rappeler et partager sont la cause première du djihadisme. C'est la folie des hommes et cet esprit totalitaire et manipulateur de quelques-uns. Mais il y a un terreau que nous avons laissé constituer. Et ce terreau, c'est notre responsabilité. Alors si la sécurité, la violence légitime de l'État est évidemment la première réponse à apporter à ce qui s'est passé vendredi dernier, et notre devoir absolu, parce que c'est le mandat premier de l'État, notre responsabilité, c'est d'accepter aussi l'idée que nous avons une part de responsabilité. Parce que ce totalitarisme, il se nourrit de la défiance que nous avons laissée s'installer dans la société. Il se nourrit de cette lèpre insidieuse qui divise les esprits et qui, si demain, nous n'y prenons pas garde, les divisera plus encore. Plus encore, parce que la peur est mauvaise conseillère, parce que les haines fratricides qui naîtront de ces événements seront mauvaises conseillères. Et nous devons reconnaître que lorsque nous avons accepté de ne pas voir, nous avons enfermé certains de nos concitoyens dans leurs propres difficultés, dans les murs qui s'étaient créés autour d'eux. Lorsque nous avons accepté de ne pas dire, nous avons laissé d'autres donner du sens, manipuler des esprits. Et lorsque nous avons accepté de ne pas faire, c'est que nous avions déjà perdu. Et donc aujourd'hui, notre responsabilité, je le dis parce qu'il y a une responsabilité des élites. Ce n'est pas simplement le gouvernement qu'il faut regarder dans ces périodes. C'est toutes celles et ceux qui sont en situation de décider là où ils sont. Parce que la République, elle se tient comme ça.
Et elle s'est toujours tenue comme ça, au travers des femmes et des hommes qui portent ces valeurs et les mettent en acte au quotidien. De ne plus rien accepter qui, autour de nous, ne soit pas conforme à l'idée que nous nous faisons de nous. Parce que ce qu'ils ont voulu abattre, c'est ce que nous sommes. Le plus grand risque, ce serait de ressembler progressivement à ce qu'ils veulent que nous devenions. Une société qui a peur, qui se divise, qui se replie, et qui nourrira plus encore demain de djihadistes. Notre devoir, c'est de ne rien transiger sur nos principes. Et donc oui, lorsqu'on fait partie de l'élite, d'ouvrir, de réformer, de laisser les plus jeunes, ceux qui sont les plus loin du cœur de la République, accéder, venir, casser les corporatismes où ils sont, ne céder en rien à la défiance, à l'obscurantisme de certaines institutions ou des organisations que nous avons nous-mêmes créées. Accepter de laisser la place à d'autres, d'arrêter, de passer le relais, de laisser les plus jeunes, les plus en difficulté, parfois dire et faire. Changer cette société en l'ouvrant. Parce que notre démocratie est ouverte. Parce que notre démocratie ne se tiendra que si, en acte partout, nous maintenons cette ouverture. C'est ça notre responsabilité d'aujourd'hui. Et ça va au-delà de la discussion que nous sommes en train d'avoir. C'est un travail au quotidien. Il sera difficile, il sera long, il sera périlleux. Mais chacune et chacun, dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites, vous en êtes les dépositaires. Merci pour votre attention. Il y a le monsieur qui est là-bas. Bonjour Monsieur Macron. Tout d'abord, je voudrais revenir sur un sujet qui a été touché du doigt un peu pendant la table ronde et dont vous avez parlé aussi. C'est un peu le sujet de l'éducation qui a été abordé au sujet de cette boussole dont parlait Monsieur Enrico Letta. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, on avance sans vraiment de projet, projet républicain par exemple, et que en fait, le projet, c'est de réparer les fuites du bateau, et qu'on ne fait pas avancer ce bateau. Et donc en fait, je voudrais savoir si, après tous ces constats, de dire ça marche pas, est-ce qu'on pourrait pas trouver des solutions concrètes, soit en donnant carrément un projet, soit en donnant les moyens de réaliser ces projets, et notamment à travers l'éducation, et l'éducation civique notamment, qui est plus du tout présente dans le lycée. Voilà. Vous avez parfaitement raison, l'éducation, c'est au cœur de ce qu'on peut faire pour retourner les choses. Et quand on regarde les résultats, c'est sans doute l'endroit où les choses commencent à se dégrader. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce sujet quand on regarde ce qui marche? C'est organiser l'éducation de manière plus déconcentrée, en donnant les moyens nécessaires, mais en responsabilisant, je crois, l'échelon déconcentré. Ça a commencé à être fait par les réformes récentes. À titre personnel, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Parce que les communautés éducatives, comme on dit, elles savent beaucoup mieux, au plus proche du terrain, des élèves et des situations, ce qui est nécessaire. Et on a aujourd'hui une politique, me semble-t-il, si je puis oser cette caractérisation, qui est très territorialisée sur le plan éducatif, alors qu'on ne construit pas justement assez les parcours de mobilité. C'est-à-dire qu'il faut concentrer les moyens sur celles et ceux qui sont dans les situations les plus difficiles, ce qu'on ne fait pas suffisamment aujourd'hui. Donc ça veut dire continuer à donner des moyens, à avoir une politique qui incite davantage aux performances éducatives qui se mesurent de manière assez sophistiquée. Ce n'est pas simplement faire réussir ou rater un examen, parce que ça dépend de quel est votre élève en face de vous, de son milieu socio-économique, de donner plus de responsabilités aux communautés éducatives sur place et de construire surtout des parcours de réussite. C'est-à-dire de donner la possibilité
à des élèves d'avoir des parcours qui sont moins homogènes, c'est-à-dire d'avoir une éducation finalement plus individualisée qu'on ne l'a aujourd'hui. Ça a été fait dans plusieurs pays, ce n'est pas du tout une chose impossible, mais ça suppose de continuer à changer l'organisation profonde du système éducatif tel que nous l'avons, en continuant en tout cas à concentrer des moyens. Parce que ça suppose aussi de traiter différemment les enseignants. On l'a là aussi traité de manière très égalitaire, sans forcément récompenser telle ou telle capacité justement à innover ou à accompagner les plus difficiles. On l'a fait un peu dans les zones d'éducation prioritaire, mais encore insuffisamment. Mais là-dessus, vous avez raison, je pense qu'il faut qu'on continue l'ambition. Beaucoup de moyens ont été remis sur cette politique publique depuis quelques années, parce que c'est une priorité, mais je pense qu'au-delà des moyens, on a une révolution culturelle à faire sur ce sujet qui est beaucoup plus profonde. Monsieur le ministre, dans son discours de congrès, le président de la République a déclaré a opposé finalement le pacte de sécurité et le pacte de responsabilité, donc a fait primer la nécessité d'investir lourdement dans notre sécurité sur les équilibres budgétaires imposés ou demandés par Bruxelles. La première question, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'en repoussant et en choisissant implicitement de repousser encore les retours à des équilibres budgétaires fondamentaux, nous ne risquons pas d'obérer notre indépendance nationale, et donc finalement de mettre en danger notre volonté, je dirais, de combat et notre capacité de combat extérieur. La deuxième chose, c'est est-ce que finalement ne ratons pas une opportunité justement de faire dans cette mobilisation nationale un certain nombre de réformes structurelles, y compris économiques, dont le pays aurait besoin? Et est-ce qu'il est bien pertinent finalement d'opposer ces deux logiques, économiques et sécuritaires? Non, je pense que ce qu'a dit le président de la République au Congrès, c'est que la France, qui avait un budget déposé à la Commission européenne, qui était en train d'être examiné, allait modifier sur les 2 années à venir la trajectoire qui était la sienne pour précisément intégrer les annonces qui avaient été faites, de moyens nouveaux pour les forces de sécurité, en 2016 intérieur, en 2017 extérieur. Donc c'est simplement ça qu'a dit le président de la République. Mais il faut noter que, 1, c'était une nécessité, 2, nous n'allions pas reprendre les budgets qui avaient été déposés à la Commission, et 3, ça ne remet en rien en cause le reste de la trajectoire budgétaire. Et donc, votre inquiétude, elle serait légitime si, utilisant en quelque sorte cette occasion, le président de la République avait décidé de remettre en cause les économies faites par ailleurs. Et il faut garder la proportion en tête, on parle de 600 millions d'euros de dépenses supplémentaires en termes de sécurité sur 2016, ce qui est très peu par rapport à notre budget. Donc, je crois que ça n'est pas une remise en cause profonde. Après, vous avez 2 autres interrogations. La première, faut-il aller plus loin en termes de consolidation de nos finances publiques? Je le crois très profondément. Il faut le faire au bon rythme, mais il faut continuer à aller plus loin. J'ai souvent dit que je crois que l'objectif de revenir à 50% de dépenses publiques à horizon 2022 est à la fois raisonnable et crédible. Certains veulent aller beaucoup plus loin. Je pense que déjà, si on sait tenir dans la durée nos efforts, c'est fondamental. Et il faut le faire. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai personne à convaincre dans cette salle, mais c'est l'esprit de responsabilité qui doit être le nôtre et la clarification des différentes missions. Donc ça, il faut continuer cet effort, et il faut, je pense, sur les années à venir, aller plus loin, justement, en termes de clarification des missions et de mesures structurelles, pour éviter de mettre, si je puis dire, sous la toise, année après année, l'ensemble des dépenses publiques. Et ce qu'on vient de dire sur l'éducation en est la démonstration. Il y a des politiques publiques qui nécessitent de réinvestir, parce qu'elles ont besoin de moyens légitimes, et puis il y en a d'autres qu'il faut qu'on puisse soit abandonner, soit revoir dans leur construction. Ça, c'est un travail qui reste à faire. Je ne pense pas qu'il faille augmenter significativement cet effort sur le court terme, en termes d'opportunités dans le cycle économique et en termes de capacité à tenir cet effort dans la durée. Enfin, j'avais une question sur les réformes économiques, ce qu'on appelle les réformes structurelles. Ça veut dire la capacité à moderniser notre économie, ouvrir des choses. Moi, je suis convaincu qu'il faut maintenant accélérer. Je pense qu'il faut accélérer, à tous égards. Parce que c'est la meilleure réponse économique à ce qui vient de se passer. Et j'espère l'avoir un peu expliqué dans mon propos, parce que je pense que ce sont les fermetures dans notre économie, dans notre société, les pertes d'opportunités, les plafonds de verre qui sont mis, les corporatismes qui se sont construits, qui à la fois
nourrissent de la frustration sur le plan individuel et en même temps créent de l'inefficacité sur le plan économique. Et donc, réformer, moderniser cette société, c'est certes enlever parfois ou contraindre ce qu'on peut appeler les insiders, mais c'est aussi donner plus d'opportunités à ceux qui sont loin, réellement. Quand on réforme les qualifications et métiers, quand on réforme les règles de mobilité dans notre pays, l'accès à certaines professions, on redonne des opportunités à des gens qui ne sont pas dans le système. Et c'est ça qu'il faut faire peu à peu. Et enfin, je pense très profondément, je l'ai dit, que là-dessus, l'esprit de responsabilité est clé. Et que s'il y a eu des erreurs faites dans les années précédentes, ça a été la langueur des gouvernants, trop longtemps, qui ont considéré qu'on pouvait ne pas réformer le pays. Et ça a été parfois le cynisme des élites économiques, qui ont considéré qu'on pouvait raisonnablement dire que Londres ou New York, c'était beaucoup mieux que la France. Quand bien même la France, vous avez éduqué, nourri, et parfois avez créé votre propre entreprise. Et ce sont ces deux réalités. Et moi, je ne me résous à aucun des deux cynismes. Donc, si nous marchons fort les uns et les autres ensemble, on a tout pour redresser ce pays. C'est ça l'esprit de responsabilité. Mais je pense qu'il faut maintenant accélérer, oui. C'est la meilleure réponse. Une dernière Bonjour, question. Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur le Ministre. Étienne, je suis étudiant à Sciences Po. Je voudrais savoir ce que vous répondez à ceux qui partagent vos idées, mais qui pensent qu'on peut faire davantage de choses et changer davantage de choses en dehors de la politique qu'en s'engageant en politique. Venez. Venez. Engagez-vous. Vous pouvez tout à fait faire des choses à côté de la politique, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'à la fin, le système de décision institutionnelle et démocratique, c'est la politique. Donc venez, allez aux élections, localement, nationalement, faites-le. Je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Mais je pense que c'est très important que des femmes et des hommes de bonne volonté qui veulent changer le pays, dans cet esprit-là, qui veulent l'ouvrir, se joignent à la vie politique. La vie politique, je le dis souvent, ça n'est pas une profession réglementée. Ça n'est pas réservé à quelques individus. Ce serait une erreur. Et c'est même une responsabilité qu'on prend à faire ça. Parce que sinon, on fera quoi? On continuera, on peut se rassembler à peu près, vous voyez, dans le même format pendant des années. Hein. Puis tous les ans, on dira, moi je pourrais répondre à la question de monsieur sur l'éducation, si on ne le fait pas nous, enfin, sauf à ce qu'on ait un goût pour le commentaire immodéré ou pour la frustration personnelle prononcée, mais dans la démocratie, il y a quelque chose de formidable, c'est supposé ouvert. Moi je pense que les corps intermédiaires ont refermé le système à plusieurs niveaux. Et donc, chiche, c'est maintenant. Donc moi je dis à toutes celles et ceux qui, quel que soit leur âge, et comme vous dites, on peut changer beaucoup de choses, on a envie de changer les choses, vous pouvez le faire dans le monde associatif, dans l'entreprise, etc. Ce n'est pas une exclusivité, la sphère étatique, c'est vrai. Mais je pense que c'est important d'avoir des profils aussi de tous âges et de tous horizons socioprofessionnels qui rentrent dans la politique. Parce que sinon, on crée une caste qui est prétendument en charge de l'intérêt général, qui du coup risque de se couper du reste du monde et des préoccupations, et à qui vous laissez la possibilité de réformer sans vous. Donc, ne vous contentez pas de cela, faites encore davantage. Engagez-vous en politique, dans l'action politique. Bonsoir Monsieur Macron. Alors, vous avez évoqué la France qui aurait une part de responsabilité dans les attentats qui ont frappé le pays vendredi dernier. Vous avez aussi évoqué la mobilité qui ne fonctionnerait plus actuellement. Et en même temps, donc, ça serait ce qui serait responsable de l'éclosion du djihadisme et de son développement sur le pays. Et dans un même temps, vous frappez, enfin le gouvernement en tout cas, frappe Raqqa en Syrie pour un résultat qui, si j'ai bien lu des articles de presse, ne serait concrètement pas si efficace sur le terrain et qui pour moi pourrait augmenter ces ressentiments face à la société française. Donc ma question c'est pourquoi frapper la Syrie maintenant, juste après les attentats? J'ai dit deux choses. Sur le plan intérieur, il y a des divisions, en effet, des haines qui se sont créées. J'ai essayé de reproduire la complexité de tout cela. Il n'y a pas qu'un phénomène explicatif, il faut toujours en revenir. Le principal phénomène explicatif, c'est ce totalitarisme djihadiste qui manipule les esprits. J'ai dit que les problèmes de mobilité qu'on pouvait avoir ou de représentation collective forment un terreau propice à ces manipulations, mais en aucun cas, ils n'en sont la cause.
principal. En même temps, vous devez vous défendre. Ces réseaux s'organisent. Ils vous ont déclaré la guerre en manipulant des gens chez vous. Et donc il est normal, il est même légitime, au sens propre du terme, que vous apportiez une réponse intérieure, à travers l'état d'urgence, les perquisitions, les assignations à domicile, les arrestations, et une réponse extérieure, puisque cet ennemi, il a un lieu, un quartier général. Ça accroîtra le ressentiment de qui? De ceux qui partagent ces thèses. Grand bien leur face. J'ai le sentiment que le ressentiment était déjà à son comble. Mais c'est eux. Je ne connais aucun musulman de la République qui soutient objectivement l'État islamique et qui ne soit pas un djihadiste. Et je peux vous le dire pour avoir parlé avec beaucoup d'entre eux. Moi, je suis fier des musulmans de la République qui se battent dans nos forces de police, qui se battent dans nos forces armées, parce que c'est aussi la réalité. Et il faut la dire aujourd'hui. Vous avez beaucoup de musulmans, de jeunes qui sont dans la République et qui sont dans l'armée, dans la police, qui risquent leur vie, qui se sont déjà fait tuer pour la République. Ce qu'ils nous demandent, c'est d'aller éradiquer le mal à sa racine. Et donc nous ferions preuve d'une faiblesse insigne à considérer que, parce que ça en contrarie certains, nous n'aurions pas à frapper. Donc là, je m'inscris totalement en faux. Bien sûr qu'il faut aller frapper l'ennemi en son cœur, en son sein, pour l'éradiquer, parce que ces gens sont fous et mortifères. Ensuite, l'efficacité des frappes. Il y a beaucoup de débats, je ne suis pas le meilleur expert, et il ne m'appartient pas d'en parler. Mais ce que nous voulons faire, c'est créer une coalition pour attaquer par la voie des attaques militaires cette zone, en particulier Raqqa. Nous le faisons maintenant de manière coordonnée avec plusieurs autres États, dont les Russes, ça ne vous a pas échappé. Il y a une efficacité à ces frappes, et surtout parce qu'elle accompagne le travail au sol fait par les peshmergas et d'autres. Mais il y a des combattants au sol qui avancent. Le débat a été mené par certains de savoir si nous devions en plus aller au sol, ce qui répondrait à votre question sur l'efficacité. L'analyse qui est faite par les spécialistes et le choix du président de la République, c'est de ne pas le faire aujourd'hui, parce que c'est à la fois trop risqué et impossible. Mais il y a des combattants au sol, je citais entre autres, et principalement les peshmergas, qui eux avancent, se battent, sont efficaces. Notre responsabilité, c'est de frapper, de continuer à frapper et d'intensifier. Aucun doute là-dessus. Je vais devoir y aller. Merci à vous en tout cas. Et bonne soirée. Bon courage.